Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je patiente puis je passe. Réponse B, je passe immédiatement. Alors ici, tu vois, il y a deux choses à voir. La première, à droite, on a une personne qui sort de son stationnement, portière ouverte. Donc, sur la chaussée. À notre gauche, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Ici, il va d'abord falloir laisser passer le véhicule qui vient en sens inverse. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est nous qui avons l'obstacle. L'obstacle est sur notre chaussée, notre voie de circulation. Et aussi, parce que il va falloir laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre nous et le piéton. Donc ici, on laisse passer le véhicule, puis on dépasse le véhicule stationné en laissant un intervalle de sécurité d'1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je circule hors agglomération. Je peux dépasser ce cycliste ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je le dépasse, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse C, 1,50 m. Réponse D, 1 mètre. Ici, on est dans une situation où, regardez le marquage au sol. On a une ligne blanche, d'accord, avec, dans notre voie, des lignes discontinues. Ça veut dire que le dépassement, il est autorisé. Mais il est autorisé pour des véhicules. Même pour des véhicules. Donc s'il est autorisé pour des véhicules, c'est qu'il est aussi autorisé pour des vélos. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu de ligne blanche pointillée, et juste la ligne blanche, tu aurais eu le droit de dépasser le vélo. Donc ici, on peut dépasser le cycliste. Si je le dépasse, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, lorsqu'on est hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. L'indice le plus important étant réponse A en A, réponse B en B.
Alors, cette question, on l'a plus ou moins vue durant ce test au tout début. Regardez, à droite, donc on a un camion. Bah, le problème, c'est que ce camion nous cache notre champ visuel. Donc on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière le camion, notamment un piéton qui pourrait venir de manière totalement inopinée. Donc ici, l'indice le plus important est en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. De gauche à droite, l'ordre des pédales est: réponse A, embrayage, frein, accélérateur. Réponse B, accélérateur, embrayage, frein. Quel pied doit appuyer sur le frein? Réponse C, le pied droit. Réponse D, le pied gauche. Alors, de gauche à droite, on a tout d'abord, tout à gauche, l'embrayage. Ensuite, au milieu, on a le frein. Et à droite, on a l'accélérateur. Quel pied doit appuyer sur le frein? C'est le pied droit qui doit appuyer sur le frein. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 6. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. La consommation d'alcool entraîne: réponse A, une augmentation du champ visuel. Réponse B, une diminution de l'acuité visuelle. Réponse C, une vision floue. Alors, la consommation d'alcool, mais également de psychotropes, hein, mais là on va parler de la consommation d'alcool, va avoir plusieurs effets sur la vision. Alors, ça va avoir quoi comme effet sur la vision? Déjà, sur le champ visuel. Ça va diminuer le champ visuel. Autre chose, ça va diminuer l'acuité visuelle. Alors attention, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps ici de vous apprendre ce que c'est qu'un champ visuel et une acuité visuelle, mais sachez que vous devez le savoir avant de passer votre code. Ce sont des notions très importantes, donc pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous dans l'information. Et également, qu'est-ce que ça va entraîner la consommation d'alcool? Ça va entraîner ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire que vous allez voir flou. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de: réponse A, 130 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 100 km/h.
Alors, effectivement, ici, on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à deux conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je passe. A. Avant la police. B. Après la police. Alors ici, on se retrouve dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire c'est une intersection. Alors on a un panneau sens interdit, donc on ne peut pas aller tout droit. Donc effectivement ici, on sera obligé d'aller à droite. Et on a aussi un véhicule de police qui souhaite aller à droite. Alors on va animer ça. Alors là, on se retrouve donc sur l'intersection. Et on a un véhicule de police qui veut tourner là où on veut tourner. Alors tout à l'heure, on avait vu que le véhicule de police était un véhicule d'intérêt général prioritaire. Certes, c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire, et il a la priorité à toutes les intersections, peu importe la signalisation. Oui, mais seulement lorsqu'il est en intervention. Là, il n'est pas en intervention, il n'a pas activé son gyrophare. Donc il n'est pas en intervention, il n'est pas prioritaire. Donc là, la règle qui s'impose, c'est la règle de la priorité à droite. Étant donné que, du point de vue du véhicule de police, on est à sa droite, donc nous sommes prioritaires. Donc étant donné qu'on est prioritaire, c'est d'abord à nous de tourner, et ensuite au véhicule de police. Donc ici, étant donné que le véhicule de police n'est pas en intervention, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Le système e-call permet de géolocaliser le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système e-call est un système en fait de sécurité qui permet d'appeler les urgences en cas d'accident et aussi de vous géolocaliser. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Partant d'intempéries, je circule. Réponse A, en feu de position seule. Réponse B, en feu de croisement.
Afin d'être vu par les autres automobilistes, en temps d'intempérie, je circule en feu de croisement. Bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois. Réponse A. La déplacer sur le trottoir pour la protéger. Réponse B. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse C. Vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Cette procédure, c'est le pas. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. La voie de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on est sur une route hors agglomération, séparée par un terre-plein central.
La voie de droite, comme on le voit avec les lignes épaisses discontinues, est une voie donc réservée. Alors elle est réservée à qui ? Cette voie, elle est réservée aux véhicules lents. Et des véhicules lents, il peut y en avoir plusieurs. Des poids lourds peuvent avoir une vitesse lente, peuvent être considérés comme des véhicules lents, mais des voitures aussi peuvent avoir une vitesse lente. Alors, c'est quoi une vitesse lente quand on parle de voies réservées aux véhicules lents ? C'est tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc ici, la voie, elle n'est pas réservée spécifiquement aux poids lourds, elle est réservée à tous les véhicules qui ont une vitesse inférieure à 60 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Le panneau de danger est réponse A, permanent, réponse B, temporaire. Le panneau d'interdiction est réponse C, permanent, réponse D, temporaire. Alors ici, regarde bien déjà la situation. Au loin, on a des travaux. On a des machines de travaux, des panneaux de déviation. On a des travaux. D'ailleurs, regarde, la signalisation représente donc un panneau de danger sur fond jaune indiquant un rétrécissement de chaussée, donc qui lui est un panneau temporaire. Concernant le panneau d'interdiction, il n'est pas sur fond jaune. Seulement, regarde bien, il est posé sur une fixation provisoire. Il est posé sur un plot avec du sable. Donc, c'est également un panneau temporaire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 17. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on arrive sur ce qu'on appelle un croisement difficile. Alors ici, on voit bien qu'on va croiser un camion un peu volumineux, et donc on va avoir du mal à se croiser. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 19. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules, et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules ? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 20. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, bah, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par. Réponse C, 3 ou 4. Réponse D, 6 ou 7. Bah, là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi. Donc ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc la fatigue est responsable donc, d'1/3 des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 22. Je circule sur route à chaussée séparée avec mes feux de réponse A, route, réponse B, croisement. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 110 km/h.
Alors ici, comme il y a du brouillard, on va rouler en feu de croisement, mais également en feu de brouillard avant et arrière. Interdit de rouler ici avec les feux de route. Concernant la vitesse maximale autorisée, étant donné qu'on est sur route HEC séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, il y a du brouillard et sur route HEC séparée, comme le montre ce document, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Alors, comment savoir si la visibilité est inférieure à 50 mètres ? On voit très bien ici sur la ligne de rive qu'on ne voit pas plus loin que cette ligne de rive là. Très bien, mais quelle est la longueur de cette ligne de rive ? Ça c'est vraiment du court. Donc sur une route HEC séparée, la ligne de rive fait 20 mètres et l'interligne fait 6 mètres. Donc ici, on ne voit pas au-delà de 26 mètres. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Je dois céder le passage au véhicule en face avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous voyez que vous avez le feu vert pour tourner à gauche. Vous avez la petite flèche gauche. Donc, si vous avez le feu vert pour tourner à gauche dans une intersection, ça veut dire qu'en face, eux, ils ont un feu rouge. Donc, vous ne laissez pas le véhicule d'en face tourner. De toute façon, vous n'allez pas le rencontrer. Hein ? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc, abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. La prise de médicaments peut être déconseillée
pour la conduite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, en effet, certains médicaments vont avoir certains effets qui seront très préjudiciables pour la conduite, notamment des effets sédatifs, c'est-à-dire d'endormissement. C'est pourquoi, à l'arrière des boîtes de médicaments, vous avez des pictogrammes. Des pictogrammes. Alors, vous avez le pictogramme de type 1, le pictogramme de type 2 et le pictogramme de type 3 qui vous indique la marche à suivre pour la conduite. Et donc, il y a même certains médicaments, comme les médicaments de niveau 3, où il faut avoir l'avis d'un médecin pour pouvoir conduire. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Un taux d'alcool compris entre 0,5 g par litre de sang et 0,8 g par litre de sang constitue A. Un délit. B. Une contravention. Alors, encore une fois, on va pas s'attarder sur cette question parce que c'est du cours. Donc, comme vous le savez, entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on est sur une contravention. Au-delà de 0,8 g, on est dans un délit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir, sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Le feu est vert depuis un long moment. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, dans le cas où le feu est vert depuis longtemps, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est de ralentir. Et surtout, dans un deuxième temps, c'est de regarder sur les rétroviseurs intérieurs et extérieurs la distance qui te sépare avec les automobilistes derrière toi. Pourquoi ? Parce que en cas de freinage, on va dire inopiné ou brutal, il faut que tu saches s'il y a des voitures derrière toi et à peu près à quelle distance ils se situent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans. Réponse B, tous les 3 ans.
Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si tu as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent subvenir à cette formation. Donc, on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc ici, le véhicule a plus de 4 ans, donc le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Ce camion transporte des matières. Réponse A, dangereuses. Réponse B, agricole. Alors, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. Regarde, ici, on a un petit panneau rectangulaire orange. Alors, ce panneau, c'est ce qu'on appelle une plaque code de danger. Donc, la partie haute représente le code du danger et la partie basse représente le code matière. Donc, quand on parle de code de danger, c'est-à-dire c'est le danger encouru. Par exemple, matériaux explosifs, gaz dangereux. Et en dessous, ce qu'on appelle le code matière. Ça va être la matière correspondante. Par exemple, du chlore. Par exemple, du butane. Par exemple, de l'essence. Alors, juste à côté, si tu regardes bien, il y a un panneau losange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque symbole de danger. En fait, c'est une plaque qui va représenter le danger encouru. Alors, il y a à peu près 9 classes de danger. Par exemple, la classe 1, où il y a marqué 1, ça va être les matières explosives. La classe 2, ça va être les gaz. La classe 3, ça va être les liquides inflammables. Et regarde, nous, sur notre camion, c'est un losange de classe 9. Alors, les losanges de classe 9, ça représente les matières et les objets dangereux. Et juste à côté, tu as aussi un autre losange qui, lui, vient préciser, en fait, la classe en disant que ces produits représentent un danger pour l'environnement. Alors, autre chose bonne à savoir, il faut savoir que ces camions qui transportent des matières dangereuses, alors, doivent apposer la plaque code de danger à l'avant et à l'arrière du véhicule. Quant à la plaque symbole de danger, elle doit être apposée à l'arrière du véhicule et sur le flanc du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra de la longueur du camion. Donc ici, pour répondre à la question, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Dans cette rue, le stationnement s'effectue toujours du même côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toujours dans le sens de circulation, sauf les jours pairs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau t'indique qu'il est interdit de stationner
du côté où le panneau est implanté du 16 au 31 du mois. Par contre, que l'on soit un jour pair ou impair, le stationnement s'effectue toujours dans le sens de circulation. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 33. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Question numéro 34. Rouler avec une voiture hybride permet de diminuer les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participe à l'éco-conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, rouler avec une voiture hybride, effectivement, va diminuer les émissions polluantes, les gaz à effet de serre, notamment. Est-ce que ça participe à l'éco-conduite ? Eh ben, non. Regardez, ici, je vous ai mis le document que vous retrouverez donc dans la formation. C'est quoi l'éco-conduite ? L'éco-conduite, c'est la mise en pratique de pratiques qui permettent justement de diminuer l'impact environnemental de la conduite. Ça va être par exemple, alléger le véhicule, préparer l'itinéraire, vérifier la pression, rouler moins vite, limiter la climatisation, etc. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 35. La conduite sous l'influence de stupéfiants est punie. Réponse A, d'une amende maximale de 4 500 €. Réponse B, de 2 ans d'emprisonnement maximum. Réponse C, de 4 ans de prison maximum. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, la conduite sous l'influence de stupéfiants est un délit. Vous risquez, entre autres, une amende allant jusqu'à 4 500 €, jusqu'à 2 ans de prison maximum, une rétention immédiate du permis, une suspension de permis et l'obligation de faire un stage, et enfin, la perte de 6 points sur votre permis de conduire. Les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B.
Ici, on est sur une question qui parle donc des stationnements infractionnels. C'est un thème qu'on voit vraiment régulièrement, que ce soit sur les vidéos YouTube et même dans la formation. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types de stationnement infractionnel. Stationnement abusif, stationnement gênant, très gênant, dangereux. Alors, ici, on est sur un stationnement qu'on dit très gênant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous garer sur un trottoir. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de vous garer à moins de 5 mètres en amont d'un passage piéton dans votre sens de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez la petite image. Si vous vous garez 5 mètres avant un passage piéton dans votre sens de circulation, alors c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Et donc, c'est une amende donc, de 135 € sans retrait de points. Comme d'habitude, vous risquez aussi une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière du véhicule, si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule lorsque un agent de police constate l'infraction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, qui a le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes
négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Le véhicule jaune roule trop près du camping-car. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de déboîter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a 2 triangles rouges à l'arrière de la voiture jaune. Ça signifie que la voiture jaune est en train d'être remorquée. Donc, le véhicule ne roule pas trop près du camping-car et ne risque pas de déboîter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le système Stop and Start
permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du start and stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc, effectivement, ici, le système start and stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.